Rebonjour, dans cette troisième vidéo, je vous présente le cours de la rubéole, durant lequel on va passer par les chapitres habituels qui sont les généralités, l'épidémie, la physiopathie de la rubéole. On va voir ses formes cliniques typiques, son diagnostic positif et ses diagnostics différentiels, et comment la prendre en charge et comment la prévenir. À la fin de ce cours, vous devez atteindre certains objectifs qui sont essentiellement savoir recueillir les arguments en faveur du diagnostic de la rubéole acquise et interpréter les examens sérologiques, savoir diagnostiquer la rubéole chez la femme enceinte et connaître les risques encourus et les aspects cliniques de la rubéole congénitale, et être capable de prendre en charge un cas de rubéole et entreprendre les mesures préventives adéquates. On va commencer par quelques généralités qu'on va développer par la suite. Donc, la rubéole est une maladie infectieuse qui est due à un virus. C'est une infection virale qui est contagieuse et qui est très répandue à travers le monde. Elle est aussi fréquente en Algérie où elle sévit sur un mode endémo-épidémique. Et cette maladie, lorsqu'elle touche l'être humain, dans la moitié des cas, elle ne donne pas des signes cliniques et donc elle est inapparente, ou on dit qu'elle est souvent inapparente. Et dans l'autre moitié des cas où elle va s'exprimer cliniquement, elle va donner une éruption qui constitue sa manifestation clinique essentielle. La rubéole touche surtout l'enfant et l'adulte jeune, chez lesquels elle est très bénigne, mais lorsqu'elle touche la femme enceinte, là, elle devient grave de par les complications fœtales qu'elle peut entraîner sous forme de malformations congénitales qui sont dues à l'effet tératogène du virus de la rubéole. Ce virus, il est capable d'entraîner des malformations chez les nouveau-nés lorsque la maman se contamine au cours de sa grossesse par ce virus. En fait, cette maladie, elle a été décrite au XVIIIe siècle par des médecins allemands qui l'ont pris pour une forme bénigne de la rougeole et on l'appelait à l'époque la rougeole allemande. D'ailleurs, jusqu'à maintenant en arabe, on appelle la rougeole al-hasba et on appelle la rubéole hasba al-almania. En 1940-1941, un médecin ophtalmologue qui s'appelle Greg avait constaté qu'il reçoit beaucoup d'enfants qui présentent des complications oculaires à type de cataracte. Il a cherché et il a trouvé que ces enfants, leur maman faisait une rubéole au cours de leur grossesse. Et de là, on a commencé à observer plus, à chercher, et on a pu mettre en évidence l'effet tératogène du virus de la rubéole et le lien entre celui-ci et ces malformations. Dans les années 60, il y a eu une grande épidémie de rubéole qui a explosé aux États-Unis, où il y a eu beaucoup de morts, de nouveau-nés morts, de mamans atteintes par la rubéole, et il y a eu aussi beaucoup de nouveau-nés mal formés, ce qui a poussé les chercheurs à travailler sur un vaccin. Quelques années plus tard, on a réussi à développer un vaccin efficace contre la rubéole et depuis, on sait que la rubéole est une maladie bien individualisée et qu'elle est parmi les principales causes d'embryopathie évitables par la vaccination. Le vaccin de la rubéole procure une immunité solide, mais aussi la maladie elle-même. Elle laisse une immunité protectrice pratiquement toute la vie. Si on fait une rubéole, on ne va pas la refaire une autre fois. Un dernier point, ce que tout médecin doit connaître, c'est que la rubéole figure sur le tableau des maladies à déclaration obligatoire. Donc tout cas de rubéole doit être notifié aux autorités sanitaires. Comme on l'a bien dit, l'agent causal de la rubéole est un virus. Ce virus, il appartient à la famille des togavirus et il est du genre rubivirus. C'est un virus qui possède une enveloppe, une capside et un génome à l'intérieur sous forme d'ARN. Cette photo ici montre le virus sous microscope électronique. Le virus de la rubéole, on le retrouve au niveau du rhinopharynx de l'homme, donc son réservoir exclusif et strict, c'est bien l'être humain. Et à partir de là, il se transmet entre les individus, comment? Par voie respiratoire ou par voie aérienne directe, à travers les gouttelettes salivaires de fluge que la personne malade projette à l'occasion d'une toux, d'un éternuement ou même en parlant, et que le contact entre deux personnes dont l'une est atteinte soit étroit, c'est-à-dire moins de 1,5 m et prolongé.
On peut aussi se contaminer à travers les objets ou les surfaces souillées par la salive d'une personne atteinte du virus, mais ce mode de transmission est beaucoup moins fréquent. Le mode le plus fréquent de transmission de la rubéole, c'est bien la voie aérienne et ça donne la forme acquise de la maladie. La transmission par mode indirect aussi donne la forme acquise de la rubéole. Il y a une autre voie de transmission qui est la voie transplacentaire. C'est lorsque une femme est enceinte et qu'elle attrape le virus de la rubéole, elle peut le passer à son fœtus à travers le placenta et ça donne la forme congénitale de la maladie. Cette contagiosité de la rubéole, elle est assez forte et assez prolongée. Le virus, il peut être présent dans le pharynx 7 à 10 jours avant l'éruption, jusqu'à 10 voire 15 jours après. On va voir dans le chapitre clinique que l'éruption débute 1 à 2 jours après le début de la maladie. Donc, on peut bien comprendre que la contagiosité commence bien avant le début des signes cliniques et se prolonge jusqu'à 2 semaines après. Mais il y a une période durant laquelle la contagiosité est maximale, c'est entre 5 jours avant l'apparition de l'éruption et 5 jours après l'apparition de celle-ci. Après ce délai-là, la contagiosité diminue un petit peu. Je vous montre ici le pouvoir de contagiosité du virus. Vous pouvez voir que lorsqu'une personne est atteinte ou porteuse du virus de la rubéole, elle peut contaminer 5 à 7 personnes autour d'elle. Donc la contagiosité, elle est assez importante. Et encore une particularité par rapport à ce pouvoir de contagiosité du virus de la rubéole, c'est que lorsqu'il s'agit de nouveau-nés de mères infectées, et ces nouveau-nés qui naissent avec le virus de la rubéole peuvent le garder de façon très prolongée, qui peut aller jusqu'à plusieurs mois. Ils l'excrètent et ils sont contagieux pour leur entourage pendant une période qui va de 4 à 6 mois. Dans certaines études, on dit même qu'un nouveau-né infecté par le virus de la rubéole peut rester contagieux jusqu'à une année. Une autre caractéristique sur le plan épidémiologique, c'est que la rubéole est capable d'entraîner des épidémies. Bien sûr, elle est endémique en Algérie, elle est présente de façon habituelle chez nous, mais au moment de l'hiver et du printemps, elle est capable d'entraîner la recrudescence des cas. On aura beaucoup de cas et même des épidémies au sein des collectivités. Donc, grosso modo, c'était ça en ce qui concerne l'épidémiologie de la rubéole. Qu'est-ce qui se passe du point de vue physiopathologique? Alors, le virus, il va pénétrer par voie aérienne, donc par la bouche ou par le nez. Il va partir s'installer au niveau de l'épithélium des voies respiratoires supérieures. Il va se multiplier localement au niveau du réseau lymphatique et à partir de ce réseau, il pourra passer dans le sang et dans la circulation sanguine et là, on sera à la phase de virémie. C'est lors de cette phase que s'il s'agit d'une femme enceinte, ce virus-là peut passer à travers le placenta et infecter son fœtus. Cette phase de virémie, elle va durer quelques jours. En moyenne, elle est de 8 jours. Et à la fin de cette virémie, il y aura l'apparition des anticorps protecteurs produits par le système immunitaire qui a été activé par les antigènes viraux. D'abord, on aura l'apparition des anticorps de type IgM. Peu de temps après, 10 à 15 jours après, on aura l'apparition des anticorps de type IgG. Sachez que les anticorps IgM persistent pendant quelques semaines puis disparaissent. Cependant, les anticorps IgG persistent pratiquement durant toute la vie de la personne et si une deuxième fois on sera au contact du virus de la rubéole, il y aura rapidement l'ascension des anticorps surtout de type IgG, rarement il y aura l'activation des anticorps de type IgM et on ne va pas représenter de nouveau les signes cliniques de la maladie. Donc une fois qu'on a le virus dans le corps, notre système immunitaire va produire des anticorps qui seront immunisants et du coup la maladie on dit qu'elle est immunisante de façon solide, durable et définitive.
Comment on peut reconnaître la rubéole cliniquement? Qu'est-ce qu'elle va donner comme signe clinique? Là, on va décrire deux formes cliniques de la maladie. La forme qui concerne l'enfant et l'adulte jeune, ou la rubéole acquise qui se transmet par voie aérienne, et la forme congénitale qui concerne les nouveau-nés infectés au cours de la grossesse et dont la transmission se fait par voie transplacentaire. D'abord, dans la forme commune de la rubéole acquise, on aura 50% des cas qui vont être symptomatiques, qui vont exprimer des signes cliniques, et 50% qui n'auront aucun signe clinique. Dans le cas où la rubéole elle est symptomatique, elle va passer par les étapes, par les phases cliniques habituelles d'une maladie infectieuse, qui sont l'incubation, la phase d'invasion ou de début et la phase d'état. L'incubation de la rubéole, elle est assez prolongée, elle va de 12 à 23 jours, elle est en moyenne de 14 jours, c'est-à-dire c'est au bout de 2 semaines après le contact avec le virus que la personne commence à être symptomatique et à avoir les signes cliniques. La phase d'incubation, bien entendu, elle est toute silencieuse, il n'y aura aucun signe clinique durant cette phase. Quand la maladie s'annonce, elle va d'abord s'exprimer par un signe classique qui est la fièvre. La fièvre dans la phase de début de la rubéole, elle est modérée, elle ne dépasse pas les 38,5 degrés et elle est généralement très bien supportée et très bien tolérée. À côté de cette fièvre, le malade peut présenter des courbatures, ce sont les arthromyalgies, c'est-à-dire c'est un malade qui va décrire des douleurs au niveau de ses muscles et de ses articulations. Il peut aussi décrire une légère fatigue, mais en général, son état reste conservé. Donc, durant la phase de début, en général, on n'a rien de spécifique, une petite fièvre avec des petites courbatures, un petit malaise général, parfois l'état général du malade reste conservé. Et si on reçoit le malade à cette phase-là, à l'examen clinique, on peut retrouver des adénopathies cervicales comme on peut ne rien retrouver. Bien sûr, si le malade vient nous voir durant cette phase-là, on ne peut pas poser un diagnostic car il n'y a pas de signe d'orientation diagnostique. On va attendre la phase d'état qui va bien sûr être caractérisée par les signes cliniques qui permettront un diagnostic positif. La phase d'état de la rubéole est caractérisée par l'éruption. On l'appelle aussi la phase éruptive et on appelle la phase de début la phase pré-éruptive. Donc l'éruption de la rubéole, elle est inconstante, on peut la voir comme elle peut être absente et dans le cas où elle est présente, elle est aussi très caractéristique par son aspect qui va changer au cours de son évolution. L'éruption de la rubéole d'abord commence de type morbilliforme. Elle va être constituée de macules et de papules qui laissent entre eux un intervalle de peau saine. La macule, je répète, c'est une plaque ou tache rouge qui ne s'efface pas à la vitropression. Et la papule, c'est aussi une plaque rouge en relief qui est surélevée par rapport au plan de la peau et aussi dont la couleur s'efface à la vitropression. Donc au début, l'éruption elle est faite d'éléments maculeux et papuleux qui laissent entre eux un espace de peau saine, c'est ce qui représente l'éruption morbilliforme. Cette éruption elle va apparaître et se généraliser en un seul coup, en 24 heures. Le deuxième jour, elle va changer d'aspect et elle va devenir scarlatiniforme. Les éléments maculeux et papuleux vont se confluer et ne pas laisser d'espace de peau saine. Et là, on aura l'aspect scarlatiniforme. L'expression clinique, elle est la même et chez l'adulte et chez l'enfant. Le premier jour, elle est de type morbilliforme, qui se généralise en un seul coup et en 24 heures, et le deuxième jour commence à devenir scarlatiniforme. On peut recevoir le malade
le deuxième jour, comme on peut le recevoir le premier jour de l'éruption. Donc il faut toujours interroger le malade et chercher l'aspect de l'éruption avec les détails de son apparition et de son évolution. À la phase d'état, lorsque l'éruption apparaît, si on examine la cavité buccale du malade, on va retrouver un signe qui a une valeur d'orientation diagnostique en présence avec cette éruption qui change d'aspect avec la fièvre modérée. Quel est ce signe? C'est les pétéchies purpuriques au niveau du voile du palais. Le purpura, c'est des taches rouges vives qui ne s'effacent pas à la vitropression. Quand c'est au niveau de la cavité buccale et on prend la baisse-langue et on essaye d'exercer un petit peu une pression pour voir si ça s'efface ou pas, donc ça ne s'efface pas. Aussi, on peut retrouver une rougeur du rhinopharynx qui est la pharyngite, mais la pharyngite n'est pas spécifique, rien de spécificité par rapport à la rubéole, et le malade aussi peut décrire des maux de gorge. À cette phase-là, un autre signe que s'il est présent avec ces signes-là et avec l'éruption et avec la fièvre au départ, aura une valeur diagnostique d'orientation, c'est les adénopathies cervicales. Donc au niveau des chaînes ganglionnaires cervicales, on trouvera des ganglions augmentés de volume, mobiles et indolores, parfois sensibles de façon très discrète, qui sont pratiquement tout le temps présents lors d'une rubéole. Donc, en récapitulant, dans la phase d'état de la rubéole, on aura quelques signes qui auront une valeur et qui pourront orienter le diagnostic. On aura une éruption qui commence d'abord morbilliforme le premier jour, elle devient scarlatiniforme le deuxième jour, associée à des adénopathies cervicales, à une pharyngite et à un purpura pétéchial qui a une plus grande valeur diagnostique. Si on a tous ces signes cliniques, avec une fièvre au départ qui est modérée, on pourra évoquer et poser un diagnostic clinique de la rubéole. Une petite remarque, c'est que lors de la phase d'état, la fièvre pratiquement disparue, il n'y a plus de température élevée du corps. Comment ça va évoluer cette éruption? Alors, elle va disparaître rapidement. Le troisième jour, on peut ne rien plus retrouver. Comme elle peut prendre encore quelques jours, c'est-à-dire c'est au bout de 3 à 5 jours qu'elle va disparaître. Donc elle apparaît le premier jour morbilliforme, le deuxième jour elle devient scarlatiniforme et le troisième jour, voire le cinquième jour, elle disparaît complètement sans laisser de cicatrices. Par contre, les adénopathies peuvent persister un peu plus de temps, voire plusieurs semaines, pour disparaître. C'est tout à fait normal et ce n'est pas inquiétant, chose qu'il faut expliquer aux malades. Donc, en général, l'évolution de la rubéole, elle est toute bénigne et elle se fait spontanément vers la guérison. La mortalité, elle est presque nulle dans la rubéole acquise et on pourra quelquefois avoir certaines complications au cours de l'évolution d'une rubéole. Ces complications restent pratiquement bénignes, sauf une de ces complications qui peut être grave et mortelle. Quelles sont ces complications? Alors, on peut avoir des polyarthrites qui sont l'apanage des adolescents et des adultes, et ça se voit surtout chez les femmes. Elles apparaissent le deuxième jour de l'éruption sous forme de signes inflammatoires au niveau des articulations métacarpophalangiennes, les poignets et au niveau des genoux. Quand on parle de manifestations inflammatoires, donc on va parler des signes habituels de l'inflammation qui sont la douleur, la chaleur, la rougeur et la rougeur. Donc au niveau de ces petites articulations ainsi que les articulations du poignet et du genou, le malade va présenter de l'œdème local, de la douleur locale et aussi de la chaleur et de la rougeur locale. Ces polyarthrites
sont en général d'évolution spontanément favorable. Elles vont disparaître au bout de 10 jours, voire 30 jours, c'est-à-dire maximum de 1 mois, et elles vont disparaître sans laisser de séquelles, sans aucun problème. C'est une des complications qui se voient relativement un peu plus que les autres dans la rubéole, mais quand on les a, on rassure le malade car ce sont des complications bénignes. On peut aussi avoir un purpura thrombopénique, c'est-à-dire des plaques purpuriques au niveau du corps qui sont dues à la diminution du taux de plaquettes dans le sang. Il y aura une destruction des plaquettes par des auto-anticorps auto-humains et ça va s'exprimer cliniquement par l'apparition d'un purpura. Cette complication, elle est aussi d'évolution spontanément favorable. En 2 à 4 semaines, tout va disparaître sans laisser aucune cicatrice ni de séquelles. On aura aussi d'autres atteintes qui concernent le foie sous forme d'hépatite cytolytique ou le cœur avec ses tuniques, le myocarde, le péricarde sous forme de myocardite et de péricardite, ou encore on peut avoir des névrites, mais toutes ces complications-là sont très rares et évoluent généralement de façon favorable spontanément. Par contre, il y a une complication que quand elle survient, elle est grave et peut entraîner le décès du malade, c'est l'atteinte méningo-encéphalitique. Lorsque les méninges et l'encéphale sont atteints par le virus de la rubéole, le malade va exprimer cliniquement des signes qui orientent vers cette atteinte, c'est-à-dire un syndrome méningé fonctionnel et physique avec de la fièvre élevée et un syndrome encéphalytique qui est fait de troubles de conscience, de troubles neurologiques, de convulsions. Tout ça peut apparaître 1 à 4 jours après l'éruption et ça a toujours une signification grave et le pronostic est généralement mauvais. Heureusement que cette complication, elle est très rare au cours d'une rubéole. Donc, ce sont les complications qu'on peut voir le plus au cours de la rubéole acquise et ça reste quand même rare relativement par rapport à la bénignité de cette maladie. C'était en ce qui concerne la rubéole acquise. Maintenant, on va décrire l'autre forme clinique de la rubéole qui est la rubéole congénitale. Quand une femme est enceinte et qu'elle a été contaminée par le virus de la rubéole, elle va le transmettre à son bébé, surtout au début de la grossesse et à la fin de la grossesse. Donc, dans 80% des cas de contamination des nouveau-nés, ce sont surtout les cas qui ont été contaminés au début et à la fin de la grossesse. Quand on est au début de la grossesse, il y a l'embryogénèse qui va se produire et donc là, l'infection, elle est capable de provoquer des malformations. Quand on est à la fin de la grossesse, l'infection peut favoriser des accouchements prématurés. Et quand l'infection se passe dans les 8 premières semaines de l'infection, ça peut entraîner des avortements. Donc là, vous voyez que l'infection au cours de la grossesse, elle peut avoir des conséquences par rapport à la maman et par rapport au bébé. En ce qui concerne la femme enceinte elle-même, elle risque les avortements au début de la grossesse et elle risque des accouchements prématurés à la fin de la grossesse. Elle risque aussi la mort de son bébé dans son utérus, c'est la mort in utero. Par rapport au bébé, là, si l'atteinte se fait au début de la grossesse, il risque des malformations et ça va donner ce qu'on appelle le syndrome malformatif de Grech. En fait, Grech, c'est par rapport à ce médecin ophtalmologue qui a attiré l'attention a mis en évidence la relation entre les malformations oculaires et la grossesse et donc ce syndrome porte son nom. Ce syndrome malformatif de Grech, il peut s'exprimer
à la naissance. Donc, dès que le nouveau-né naît, on peut constater les malformations. Comme on peut ne pas constater ces malformations jusqu'à des années après. Je répète, le syndrome malformatif de Grech peut être constaté à la naissance ou bien des années après. Ce syndrome est constitué essentiellement de 3 types de malformations. C'est les malformations qui intéressent le cœur, qui intéressent la sphère ORL, surtout l'appareil auditif, et les yeux. Mais il peut comporter aussi d'autres malformations qui intéressent d'autres appareils. Alors, lorsqu'un nouveau-né est infecté par le virus de la rubéole au cours de la grossesse et qu'il naisse avec ce virus et que l'atteinte s'est passée au début de la grossesse, il peut présenter à sa naissance des malformations cardiaques sous forme de persistance du canal artériel ou de communication interauriculaire ou de communication interventriculaire ou de sténose pulmonaire ou bien d'autres malformations cardiaques. Ces malformations cardiaques sont handicapantes. Ces malformations cardiaques nécessitent une prise en charge complexe, souvent une prise en charge médico-chirurgicale, et donc c'est grave d'avoir un nouveau-né mal formé au niveau cardiaque. Aussi, ce syndrome comportera une atteinte de l'audition surtout, et on aura un nouveau-né qui est sourd. La surdité, on ne peut pas la détecter à la naissance, on peut par contre la détecter plusieurs mois, voire plusieurs années après. C'est quand le nourrisson commence à parler, enfin lorsqu'il est à l'âge où il doit commencer à parler et qu'il ne peut pas parler parce qu'il est déjà à la base sourd, ou lorsque les parents sont très attentifs, on peut détecter cette surdité très précocement au cours de la vie. C'est lorsque le nourrisson ne prête pas attention au bruit autour de lui ou aux stimulus sonores. On peut aussi avoir des complications au niveau de l'œil sous forme de cataracte unilatérale, de microphthalmie, d'opacité cornéenne. Ces complications, ces malformations sont aussi graves, handicapantes et qui nécessitent une prise en charge complexe, souvent chirurgicale. Je vous montre quelques photos pour voir la gravité des choses. Là, sur cette photo, on a un enfant qui présente de la cataracte. C'est un dépôt blanchâtre au niveau du cristallin de l'œil et qui va donner une diminution de l'acuité visuelle. Donc, ça va retentir sur la vision de l'enfant. Là aussi, c'est une photo qui montre de la cataracte oculaire. Cette photo-là montre un enfant qui a une microphthalmie. C'est un œil plus petit que l'autre. Ça reste quelque chose d'handicapant. On peut aussi avoir une atteinte du système nerveux et donc des complications sous forme d'un retard psychomoteur. L'enfant il marche pas, il se développe pas normalement, ses fonctions supérieures sont réduites, voire absentes, et donc c'est un enfant qui va grandir handicapé. On peut avoir de la microcéphalie, je vous montre la photo pour mieux démontrer ça. Donc c'est un bébé qui a une tête plus petite par rapport à l'habituel. Donc voilà une photo schématisée qui montre un enfant qui a une microcéphalie. Alors son périmètre crânien il est beaucoup plus petit que ce qu'il devait avoir. Et quand on regarde un bébé comme ça, on va tout de suite dire que c'est un bébé handicapé. Bien sûr, cette microcéphalie va aussi retentir sur les fonctions essentielles de l'encéphale et du système nerveux. D'autres anomalies peuvent se voir, comme celle de la dentition, comme celle de l'appareil osseux, ainsi de suite. Donc on peut avoir beaucoup de malformations. Les plus fréquentes sont celles cardiaques, ORL et oculaires.
c'est très malheureux de voir des enfants nés avec des handicaps, nés avec des difficultés de vision, nés sourds, et c'est un cauchemar pour les parents. C'est vraiment quelque chose qu'on ne veut pas voir, puisqu'il existe un vaccin très efficace. On va en parler à la fin du cours. Donc, revenons à notre description clinique. Donc, on avait dit que la rubéole chez les nouveau-nés infectés au cours de la grossesse va se manifester soit par un syndrome malformatif de Grech qui comporte des malformations constatées à la naissance ou quelques mois ou quelques années plus tard au cours de la vie, comme cette rubéole congénitale peut se manifester par une forme qu'on appelle la rubéole congénitale évolutive. C'est une forme plus grave que le syndrome polymalformatif de Grech. Cette forme clinique, elle est caractérisée par une atteinte pluriviscérale. L'enfant, il va naître avec une atteinte, des atteintes multiples. Alors, on peut avoir de l'hépatosplénomégalie à la naissance, de l'ictère, une atteinte méningée, une pneumopathie, on peut avoir du purpura thrombopénique, des lésions osseuses. Le nouveau-né, il est de petit poids, donc il présente une hypotrophie. Et aussi, dans cette forme, le nouveau-né, il présente dès la naissance des malformations associées à ces atteintes multiviscérales. C'est une forme très grave dont le pronostic est réservé, elle est souvent mortelle. Et si par chance le nouveau-né peut survivre, il va survivre avec beaucoup de maladies et de malformations. En général, les nouveau-nés qui naissent avec cette forme de rubéole congénitale évolutive, ils ne survivent pas. Donc en résumant, on peut dire que le diagnostic positif de la rubéole est assez facile. Il repose sur des arguments cliniques et des arguments épidémiologiques. Quand on reçoit un patient qui présente une éruption qui a la caractéristique d'être morbidiforme le premier jour de son apparition et qui change d'aspect pour devenir scarlatiniforme le deuxième jour et qui disparaît rapidement, qu'elle soit précédée d'une fièvre modérée et qu'elle soit associée à des adénopathies cervicales et dans les meilleurs des cas à du purpura du voile du palais, on va directement évoquer la rubéole. Et en présence d'une notion de contage, c'est-à-dire lorsqu'il existe des cas similaires autour du malade, des cas qui ont fait une rubéole récemment, que ce soit dans l'entourage familier ou au travail si c'est un adulte, ou à la crèche ou à l'école si c'est un enfant qui fréquente ces endroits. Et surtout, lorsqu'on est dans la saison de l'hiver et du printemps, on va poser le diagnostic positif de la rubéole. Donc on a besoin d'un bon interrogatoire et d'un bon examen clinique à la recherche de ces notions épidémiologiques et pour confirmer les caractéristiques de l'éruption et rechercher les signes cliniques associés qui réconfortent le diagnostic de la rubéole. Lorsqu'il s'agit d'une femme enceinte, on doit demander la sérologie de la rubéole, on doit confirmer formellement le diagnostic de la rubéole et donc la sérologie offre un diagnostic indirect de certitude de la maladie. Que ce soit dans la forme acquise ou dans la forme congénitale de la rubéole, on peut demander la sérologie et l'interprétation reste la même. Donc la sérologie, elle met en évidence les anticorps anti-rubéole de type IgM et de type IgG. Lorsque le résultat de la sérologie montre des anticorps IgM positifs, on confirme le diagnostic de la rubéole. La présence et la positivité des anticorps IgM signent l'infection actuelle et l'infection récente. Lorsque les anticorps IgM sont positifs et les anticorps IgG sont positifs aussi, là aussi on confirme le diagnostic et on est devant une infection récente. Et lorsque les anticorps IgM sont négatifs et les anticorps IgG sont seuls positifs, en présence de signes cliniques évocateurs, on doit faire un deuxième prélèvement à 10 jours d'intervalle à distance du premier prélèvement. Pourquoi? À la recherche d'une élévation du taux de ces IgG. On
On a bien expliqué dans la physiopathe que les anticorps de type IgM apparaissent en premier, ils persistent quelques semaines puis ils disparaissent et les IgG apparaissent peu de temps après les IgM, généralement 10 à 15 jours après. Ils augmentent de taux pour atteindre un pic qui reste un petit peu en plateau, puis ils diminuent de titrage, ils ne disparaissent pas, ils restent présents à vie à un taux faible. Donc, lorsqu'on est devant une sérologie qui montre des IgG seuls positifs en présence de signes cliniques évocateurs de la rubéole, on demande un deuxième prélèvement, une deuxième sérologie à 10 jours d'intervalle à la recherche de cette ascension, de cette élévation du taux des IgG qui est en faveur du diagnostic. Chez le nouveau-né, on peut prélever du cordon ombilical et la présence et la positivité des anticorps IgM aussi signent l'infection et signe la rubéole congénitale. Si on reçoit une sérologie qui a été faite dans un cadre systématique sans qu'il y ait signe clinique, je vous donne l'exemple de la grossesse. Au cours d'une grossesse, tout médecin généraliste ou tout gynécologue demande un bilan pour la femme enceinte. Ce bilan comporte une sérologie de la rubéole. En fait, c'est un peu trop tard. Elle devait être demandée bien avant la grossesse. Mais bon, lorsqu'on reçoit une sérologie qui a été faite systématiquement dans un bilan quelconque et qu'il n'y a pas de signe clinique, si le résultat montre des IgG seuls positifs, c'est qu'il s'agit d'une infection ancienne et que la personne elle est immunisée contre la rubéole. La présence des IgG témoigne d'un contact ancien et d'une protection, d'une immunisation contre la maladie. Chez la femme enceinte, parfois il y a un doute diagnostique et on peut recourir à un test spécifique qui s'appelle le test d'avidité ou l'indice d'avidité des IgG. Je vous donne un exemple. S'il s'agit d'une femme enceinte à la 6e semaine de sa grossesse, elle se présente en consultation avec une sérologie IgG positif, IgG bien sûr spécifique de la rubéole positif, et qu'elle n'est pas sûre, quand on demande à l'interrogatoire, elle n'est pas sûre si elle a fait des signes cliniques récemment ou pas. L'interrogatoire avec elle n'est pas précis. On peut recourir à ce test d'avidité pour préciser la date à peu près de l'infection. En fait, cet indice, il permet de dater l'infection par rapport à 3 mois. Il mesure la force de liaison entre les anticorps de type IgG et les antigènes spécifiques disponibles au labo en présence d'un agent dissociant. Lorsque la force de liaison elle est faible, c'est en faveur d'une infection récente. Et lorsque la force de liaison elle est élevée ou forte, c'est en faveur d'une infection qui date de plus de 3 mois. Donc lorsqu'on reçoit une femme, par exemple à sa 6e semaine de grossesse, et que le test est en faveur d'une infection qui date de plus de 3 mois, c'est qu'elle a fait son infection avant la grossesse et qu'elle est maintenant immunisée. Si le test est en faveur d'une infection qui date de moins de 3 mois, là, le doute persiste, on n'est pas sûr. Si elle a été contaminée récemment, c'est probablement le cas. Et là, on va être prudent et on va suivre la femme de très près, surtout par le gynécologue. On dispose d'autres moyens de diagnostic de certitude, bien sûr. Il existe la PCR qui va isoler le génome viral, mais la PCR, c'est une technique qui n'est pas tout le temps disponible et qui est coûteuse. Par exemple, à l'hôpital ici à Oran, la PCR de la rubéole n'est pas disponible. Et si on la demande au privé, ça revient aux alentours de 12 000 à 15 000 dinars. C'est assez cher pour la population en général et c'est parfois inaccessible. La PCR de la rubéole, elle est par contre disponible à l'Institut Pasteur d'Alger. En revanche, la sérologie, c'est une technique très accessible. Elle est disponible à l'hôpital et elle est aussi à un prix abordable au niveau des laboratoires privés. Elle revient aux alentours de 1000-1500 dinars, donc c'est très accessible. On peut aussi cultiver le virus et isoler le virus de la rubéole. Cette technique, on l'a bien dit dans les cours précédents, elle n'est pas de pratique courante, elle a surtout son intérêt en cas où on veut étudier les souches, donc ça a un intérêt scientifique. Concernant le diagnostic différentiel de la rubéole,
quelles sont les pathologies qu'on peut confondre avec la rubéole. Il y a plusieurs maladies qui donnent de l'éruption, des maladies infectieuses et non infectieuses. On ne pourra pas les citer toutes, mais là, je vous ai donné les pathologies qu'on confond le plus avec la rubéole. Donc, parmi les diagnostics différentiels les plus importants vis-à-vis de la rubéole, on a la rougeole. On confond souvent ces deux pathologies infectieuses. C'est parce que les deux donnent des éruptions et généralement, c'est très facile de faire la part des choses. On va comparer entre les deux et vous allez voir que c'est assez facile de faire le diagnostic différentiel. Donc, dans la rougeole, si vous vous rappelez bien, dans la phase de début, la fièvre elle est très élevée, elle est à 39-40 degrés et elle est associée à un catarrhe très intense. Alors que dans la phase de début de la rubéole, la fièvre elle est modérée et généralement il n'y a pas de catarrhe. Dans la phase éruptive et dans l'éruption de la rougeole, la chronologie d'apparition elle est très caractéristique. L'éruption qui est de type morbilliforme, elle prend plusieurs jours pour se généraliser de façon ascendante et elle prend plusieurs jours pour disparaître. Pratiquement, c'est au bout d'une dizaine de jours qu'elle va commencer à disparaître. Et au cours de au cours de l'éruption, la fièvre, elle est toujours élevée et le catarrhe est toujours intense. Alors que dans la rubéole, l'éruption qui commence morbilliforme, elle se généralise d'un seul coup le premier jour, elle va changer d'aspect pour devenir scarlatiniforme et elle va disparaître rapidement. Généralement, à cette phase-là, dans la rubéole, la fièvre, elle a disparu et même s'il existe un catarrhe, il est très très discret, souvent il est absent. Donc, dans la rubéole, l'éruption, elle change d'aspect. Dans la rougeole, elle ne change pas d'aspect. Dans la rubéole, elle disparaît rapidement. Dans la rougeole, elle prend plusieurs jours déjà pour se généraliser et elle prend plusieurs jours pour disparaître. Les signes cliniques au début des deux maladies et à la phase d'état des deux maladies ont leurs caractéristiques qui permettent de faire la différence entre les deux diagnostics. Une deuxième pathologie qui peut être confondue avec la rubéole, c'est la scarlatine. C'est parce que c'est une maladie aussi qui donne une éruption scarlatiniforme. Mais dans la scarlatine, on retrouve une angine rouge ou une angine blanche. Ce n'est pas le cas dans la rubéole. La fièvre dans la scarlatine, elle est élevée. Ce n'est pas le cas dans la rubéole. Encore, la maladie de l'exanthème subi ou la roséole infantile qui est due à l'herpès virus 6. C'est une pathologie infectieuse qui donne un rash morbilliforme, mais dans l'exanthème subi ou la roséole infantile, dès que l'éruption morbilliforme apparaît, la fièvre disparaît et généralement cette éruption, elle disparaît aussi rapidement, mais elle ne change pas d'aspect, ce qui permet de la différencier de celle de la rubéole. On a aussi le mégalérythème épidémique. Cette pathologie infectieuse peut donner un rash morbilliforme, mais les éléments de l'éruption prennent un aspect en dentelle ou un aspect en guirlande en périphérie, ce qui permet de faire un petit peu la différence entre la rubéole et celle-ci. La rubéole, c'est des éléments maculeux-papuleux de petite taille avec un contour régulier, alors que dans le mégalérythème épidémique, c'est un contour en dentelle. La mononucléose infectieuse est parmi aussi les maladies qui posent un diagnostic différentiel avec la rubéole. Et dans la mononucléose infectieuse, on a une angine à fausse membrane, alors que dans la rubéole, il n'y a pas d'angine à fausse membrane. Et enfin, les allergies médicamenteuses ou les toxidermies médicamenteuses qui peuvent aussi donner un rash morbilliforme qu'on peut confondre avec la rubéole. Dans la toxidermie médicamenteuse, on avait dit qu'il y a le prurite qui permet de la différencier de la rougeole, mais avec la rubéole, ce n'est pas vraiment le cas. Dans la rubéole, on peut avoir un léger prurite, mais dans le cas d'une allergie médicamenteuse, c'est clair, on ne va pas retrouver les autres signes qui vont orienter le diagnostic, les adénopathies cervicales, le purpura du palais et bien sûr il y aura la notion de prise médicamenteuse qui déclenche l'allergie médicamenteuse.
Comment on traite la rubéole? Donc, le traitement de cette maladie est essentiellement symptomatique. D'ailleurs, il n'y a pas d'antiviral spécifique à la rubéole et la maladie, elle évolue favorablement vers la guérison sans qu'on donne aucun médicament. En général, on prescrit du paracétamol pour soulager le malade s'il a des douleurs, s'il a des arthromyalgies, s'il a des céphalées ou des polyarthrites. Donc le traitement de la rubéole est purement symptomatique. Ce qui compte vraiment, ce sont les mesures préventives que tout médecin doit entreprendre et doit appliquer quand il reçoit un malade atteint de la rubéole. Ce sont essentiellement l'éviction du malade jusqu'à guérison clinique. Si c'est un adulte qui travaille, on lui prescrit un arrêt de travail pour ne pas contaminer son entourage au milieu professionnel. Et si c'est un enfant, on doit expliquer à ses parents qu'il ne doit pas aller à l'école, toujours dans le même but d'éviter la contamination à l'école. C'est des milieux de collectivité et donc ça peut entraîner des épidémies. Donc cette action, elle est primordiale et elle va éviter l'éclosion d'épidémies et ça va dans l'intérêt de la santé publique. Quand on reçoit un malade atteint de la rubéole également, on doit l'interroger et chercher si il existe une femme enceinte autour de lui qui est non immunisée contre la rubéole, c'est-à-dire qui n'a jamais fait de rubéole et qui n'a pas reçu le vaccin de la rubéole et tout simplement qui ne connaît pas son statut vis-à-vis de la rubéole. Donc si ce malade-là, il a une femme enceinte autour de lui ou qui habite avec lui sous le même toit, elle doit rester loin de lui, elle doit éviter le contact respiratoire étroit avec ce malade et de toucher les objets et les surfaces que touche ce malade sans qu'il y ait une hygiène rigoureuse des mains. Et comme dernière mesure préventive, c'est la déclaration obligatoire de la maladie. Tout médecin, comme on l'a bien dit au départ, doit déclarer le cas de la rubéole aux autorités sanitaires. On dispose de fiches spéciales qu'on doit remplir et envoyer à la direction de la santé de la wilaya qui à son tour l'envoie au département de prévention au niveau du ministère de la Santé nationale et toutes ces déclarations sont notifiées à l'Organisation mondiale de la santé qui est l'OMS. C'est surtout pour évaluer les programmes de vaccination. Lorsqu'une femme enceinte est contact d'un sujet malade, c'est-à-dire qu'elle entre en contact avec une personne atteinte de la rubéole, on peut lui administrer des immunoglobulines spécifiques ou standards et c'est la sérothérapie ou c'est la séroprévention. Cette séroprévention, elle ne fait que réduire le risque de contracter une rubéole, mais pas le risque d'embryopathie, c'est-à-dire que ces immunoglobulines vont éviter à la femme de tomber malade ou d'exprimer les signes de la maladie, mais si le virus est passé, il peut traverser le placenta et donc le risque de malformation persiste. Lorsqu'on reçoit une femme enceinte atteinte de la rubéole, on doit tout lui expliquer concernant les risques encourus par rapport à elle et par rapport à son bébé. C'est une situation dramatique par rapport à la femme enceinte et une situation très délicate pour le médecin traitant. C'est dur d'annoncer à la femme qu'elle peut avoir un bébé mal formé ou que son bébé peut mourir dans son utérus ou qu'elle risque l'accouchement prématuré ou l'avortement si c'est au début de la grossesse. Donc tout ça, c'est difficile à le dire à une femme enceinte. Dans les pays occidentaux, dans ces cas-là, on propose ou on indique l'ITG qui est l'interruption thérapeutique de la grossesse. Chez nous, ça reste une question complexe. Toute femme enceinte doit être suivie étroitement par le gynécologue. Elle doit bénéficier d'échographie obstétricale de façon mensuelle, c'est-à-dire chaque mois, elle doit faire son écho obstétrical pour détecter les malformations, pour suivre l'état de son fœtus et son état bien sûr. Et le nouveau-né doit être suivi par un pédiatre dès sa naissance et jusqu'à plusieurs années après sa naissance, justement par rapport aux malformations qui peuvent apparaître très tardivement après
la naissance. Malheureusement, cette situation, elle pourra être évitée grâce à un moyen très efficace qui est la vaccination. Certes, en Algérie, le vaccin a été introduit très récemment, depuis 2015-2016, qu'on a introduit le vaccin de la rubéole dans le calendrier national vaccinal. Ce vaccin, il est combiné à celui des orients et celui de la rougeole, c'est l'Aurore vaccin. En principe, avec moi, vous avez bien appris ce vaccin, de quoi il s'agit et comment on le donne. C'est pas grave, on répète. Donc c'est un vaccin vivant atténué qui est très efficace, qui est très bien toléré, mais contre-indiqué en cas de grossesse. Donc si une femme enceinte se contamine, c'est déjà trop tard, on ne peut pas lui donner ce vaccin. Et aussi, parmi les autres contre-indications, il y a le déficit immunitaire. Toute personne immunodéprimée ne doit pas prendre ce vaccin parce qu'il est vivant atténué. Il risque de provoquer la maladie elle-même. Et en cas d'allergie à l'œuf aussi, ce vaccin il est contre-indiqué. Donc, en ce qui concerne les nouveau-nés qui doivent être obligatoirement vaccinés à la naissance, chez lesquels on le donne à l'âge de 11 mois et à l'âge de 18 mois, deux injections, une première puis un rappel à 18 mois et ça procure une immunité solide et très efficace. Aussi, toute femme, avant de penser à concevoir une grossesse, elle doit connaître son statut virologique vis-à-vis de la rubéole et si elle n'est pas immunisée, elle doit prendre le vaccin pour se protéger et protéger son bébé d'une éventuelle malformation. On peut profiter de l'occasion de la consultation prénuptiale. Chaque couple, avant de se marier, ils ont besoin de passer chez un médecin pour avoir leur certificat médical et pour avoir leur acte de mariage. Donc, lors de cette consultation, le médecin est tenu d'expliquer tout ce qui concerne les maladies sexuellement transmissibles. Il peut aussi expliquer à la femme qu'elle doit connaître son statut sérologique vis-à-vis de la rubéole et si elle n'est pas immunisée, elle peut prendre le vaccin et donc être bien immunisée et bien protégée avant de tomber enceinte. Le rôle du médecin généraliste est très important et donc il peut contribuer à préserver la santé publique par un simple geste, par une simple explication. En conclusion, la rubéole, comme on l'a bien vu, est une infection virale bénigne, mais très redoutable pendant la grossesse du fait qu'elle peut entraîner des malformations qui sont dues à l'effet tératogène très élevé du virus de la rubéole. Quand il s'agit d'une femme enceinte, le diagnostic de la rubéole est sérologique. On doit obligatoirement demander une sérologie pour confirmer la maladie et pour avoir un suivi particulier de la femme enceinte. Quelle que soit la tranche d'âge touchée, le traitement reste symptomatique et pour prévenir cette maladie, pour éviter qu'on ait des enfants handicapés, des enfants mal formés, on dispose de la vaccination, d'un vaccin très efficace qui peut protéger ces enfants de toutes ces complications. Avant de vous dire au revoir, je vous dis merci pour votre attention. Bon courage pour vos révisions et bonne chance pour vos examens. Je vous laisse mon adresse email en cas où vous voulez poser des questions. Je vous dis aussi, n'oubliez pas de porter vos masques et de ramener vos gels hydroalcooliques le jour de l'examen et surtout de respecter la distanciation sociale. Ces gestes barrières vont vous protéger. On est encore en pleine épidémie de la Covid-19 et la discipline par rapport à ces gestes barrières évite la contamination. Donc, au revoir et à une autre occasion avec vous, chers étudiants.